Bonjour, on va suivre ici la deuxième partie du chapitre transistor bipolaire. C'est la partie dynamique. Je rappelle qu'on a déjà vu l'étude statique ou l'étude de polarisation du transistor bipolaire où on a étudié comment fixer le point de fonctionnement dans une zone souhaitée, soit la zone de commutation, soit la zone d'amplification en utilisant une alimentation stabilisée et des résistances. Dans cette partie, on va étudier les paramètres caractéristiques des amplificateurs fondamentaux à base des transistors bipolaires. Pour le faire, on va considérer qu'on a bien fixé le point de fonctionnement ou le point de polarisation du transistor bipolaire dans la zone linéaire ou dans la zone d'amplification. Pour commencer, un amplificateur, d'une façon générale, est constitué de l'ampli lui-même, qui est dans notre cas le transistor bipolaire, une alimentation, c'est la polarisation, c'est la partie commande qu'on a déjà vue dans la première partie de cette étude, c'est la commande qui va fixer le point de fonctionnement dans la zone souhaitée. On ajoute une entrée dynamique, une entrée alternative qui va être amplifiée et l'énergie amplifiée va attaquer une charge qu'on va représenter par la suite sous forme d'une résistance. Alors, nous avons ici un régime global qui est le régime alternatif plus le régime statique. Pour mieux le comprendre, on représente dans cette figure le régime global sur le réseau de caractéristiques du transistor bipolaire et nous remarquons que les paramètres dynamiques oscillent autour du point de fonctionnement. C'est la commande autour de laquelle tous les paramètres dynamiques oscillent. On voit bien ici que la tension de sortie dynamique VCE de T oscille autour du point du paramètre VCE0. Ainsi de suite, pour le courant de sortie IC de T dynamique, il va osciller autour de IC0 et ainsi de suite. Alors, le transistor bipolaire lui-même, on peut le considérer comme étant un quadripôle en régime dynamique s'il est bien polarisé dans sa zone d'amplification. Un quadripôle, je rappelle, il est constitué par deux entrées et deux sorties. Et si j'ai l'émetteur commun entre l'entrée et la sortie, on aura deux paramètres d'entrée qui sont la tension d'entrée VBE, le courant de base d'entrée IB, et les deux paramètres de sortie, la tension de sortie VCE et le courant de sortie IC. Alors on peut représenter le transistor bipolaire par un modèle électrique équivalent qui est le modèle de la matrice H, la matrice hybride qu'on a vu dans le chapitre de quadripôle, et on peut remplacer le transistor bipolaire par son modèle électrique équivalent qui est composé par les circuits de la matrice H avec une résistance H11, un générateur de tension qui a la valeur H12 fois la tension de sortie VCE, un générateur de courant qui délivre un courant qui est égal à H21 fois IB et une résistance en parallèle qui a une valeur égale à 1 sur le paramètre hybride H22. Donc la base, l'émetteur et le collecteur de notre transistor. Mais d'une façon générale, le transistor bipolaire est dans sa construction généralement H12 égale à H22 égale à 0. On néglige les deux paramètres H12 et H22 et par conséquence, on aura le schéma ou le modèle électrique équivalent du transistor bipolaire entre sa base, son émetteur et son collecteur, montré par la figure suivante. Donc entre base et émetteur, on a une résistance H11 qui la traverse le courant d'entrée IB et à ses bornes il y a la tension VBE. Et à la sortie, on a un générateur de courant qui délivre le courant H21 fois IB. Avec H21 va être le gain statique en courant bêta. Donc ça va être aussi égal à bêta fois IB qui est le courant IC qui se trouve à la sortie avec la tension de sortie VCE. Donc à chaque fois qu'on va passer au régime dynamique, on va remplacer le transistor bipolaire par ce modèle électrique équivalent. Alors, il y a des étapes à suivre pour passer du régime global
au régime purement dynamique, ce qu'on a déjà fait dans la partie statique, on a parlé que du régime statique, on a négligé tout ce qui est dynamique. La même chose ici, on va essayer de transformer les amplificateurs fondamentaux qu'on va étudier en régime purement dynamique en suivant quelques étapes que je vais expliquer tout à l'heure, et puis étudier les grandeurs caractéristiques d'un amplificateur, qui sont les 4 grandeurs qu'on a déjà vues dans le chapitre des quadripoles: l'amplification en tension, l'amplification en courant, l'impédance d'entrée et l'impédance de sortie. Alors, les 3 montages fondamentaux qu'on va étudier sont le montage émetteur commun, l'amplificateur collecteur commun et l'amplificateur base commune. Pour chaque amplificateur fondamental, on va remarquer qu'il y a des caractéristiques bien déterminées qu'on va déjà déduire de l'étude théorique qu'on va faire sur les circuits qu'on va proposer. Commençons maintenant par le montage émetteur commun. Commençons par le premier amplificateur à étudier, c'est le montage émetteur commun. Dans cette figure, c'est le montage avec les différents blocs qui le constituent. On remarque le bloc générateur dynamique à l'entrée, qui est composé par un générateur réel EG avec sa résistance interne RG, qui constitue la tension d'entrée qui va attaquer l'amplificateur. Aussi, il y a l'alimentation, bien sûr, qui va commander le transistor avec les différentes résistances pour fixer son point de fonctionnement. On a aussi l'amplificateur lui-même sous forme d'un transistor bipolaire dans notre cas. Et bien sûr, la charge qu'on a dit qu'on va représenter sous forme de résistance de sortie, une résistance RL qui va représenter la charge. Nous remarquons aussi qu'il y a la présence des condensateurs dans ce circuit. Alors ces condensateurs, tout simplement, vont être coupe-circuités en régime statique et court-circuités en régime dynamique. Si je veux passer au régime statique, je dois coupe-circuiter ces condensateurs, c'est-à-dire les remplacer par des interrupteurs ouverts. Par exemple, si je remplace ces 3 condensateurs par des interrupteurs ouverts, vous allez remarquer qu'on va revenir à un circuit de polarisation par pente de résistance sans le générateur dynamique et sans la charge. En régime dynamique, si je veux passer au régime dynamique, et c'est l'objectif de cette partie, on court-circuite ces condensateurs s'ils sont dans la fréquence du travail du générateur. On les court-circuite, c'est-à-dire on les remplace par des fils, on les remplace par des interrupteurs fermés. Et par conséquent, si je remplace C1 par un fil, il va lier le générateur alternatif à l'amplificateur. Aussi, C2 va lier l'amplificateur à la charge. Et par conséquent, on dit que C1 et C2 sont des condensateurs de liaison. C1 et C2 sont des condensateurs de liaison. Par contre, si je veux passer au régime dynamique, je remplace CE par un fil, ce fil sera en parallèle à la résistance RE, donc il va la court-circuiter, et l'émetteur va être lié directement à la masse. C'est-à-dire l'émetteur va être commun à la masse, et c'est pour cela qu'on appelle cet amplificateur fondamental un montage émetteur commun, car l'émetteur il est commun avec la masse en régime dynamique. Et par conséquent, on appelle ce condensateur un condensateur de découplage. Ce n'est pas un condensateur de liaison, mais c'est un condensateur de découplage, car il a découplé la résistance RE. Alors maintenant, pour passer au régime dynamique, il y a 3 étapes à suivre. Donc il faut court-circuiter bien sûr les 3 condensateurs. On va fermer le générateur de tension continue qui a servi à la commande de ce transistor. Maintenant, nous sommes en régime purement dynamique. On n'a plus besoin de ce générateur. Donc, on va le court-circuiter. On va le remplacer par une masse. 3e étape, on remplace le transistor par son modèle électrique équivalent qu'on a déjà représenté dans les diapositives précédentes. Et comme ça, le montage sera en régime purement dynamique. Ensuite,
on peut étudier ce circuit dynamique pour déterminer les grandeurs caractéristiques de l'amplificateur, qui sont les 4 grandeurs qu'on a déjà vues dans le chapitre des quadripoles: l'amplification en tension, l'amplification en courant, l'impédance d'entrée et l'impédance de sortie. Donc je résume les 3 étapes pour rendre l'amplificateur en régime dynamique. On ferme les générateurs continus, on les rend des masses. On remplace les condensateurs par des fils et on remplace le transistor bipolaire par son modèle électrique équivalent. Essayez d'appliquer ces 3. En appliquant ces 3 étapes sur le montage amplificateur, nous allons obtenir le circuit suivant qui est purement dynamique, avec le générateur dynamique d'entrée, la tension qui va attaquer l'amplificateur VE, puis les résistances et le générateur de courant dépendant bêta IB, et la charge à la sortie, au bord de laquelle il y a la tension de sortie VS. Maintenant, on peut commencer le calcul théorique des 4 grandeurs caractéristiques de cet amplificateur, qui sont l'amplification en tension, l'amplification en courant, l'impédance d'entrée et l'impédance de sortie. Vous allez remarquer que tous les circuits, soit du montage émetteur commun, base commune ou collecteur commun, en régime dynamique, on les a déjà étudiés dans le chapitre des quadripoles, sous forme d'un quadripole, et on a déjà calculé ces amplifications et ces impédances d'entrée et de sortie.